Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien du coup? On vérifie que les micros fonctionnent. Ouais, chouette. Bah, enchanté, ravi de vous accueillir. L'objectif de la conf aujourd'hui, ça va être de notre part de vous présenter un jeu qu'on a créé autour des anti-patterns de l'agilité. C'est donc le fameux titre de notre jeu, c'est donc les vilains de l'agilité. C'est pour ça que vous le retrouvez à la fois dans le titre de la conf et donc sur cette slide d'accueil. Donc bienvenue à tous. Avant de commencer, on va remercier toutes les personnes qui ont permis à cette conférence d'avoir lieu, donc les sponsors, les orgas, les bénévoles, et à titre plus personnel, de Clanic et sa practice agile. Je me présente, je m'appelle Damien Perret, je viens de Lyon et je suis Scrum Master. Et pour ma part, du coup, je suis Cassandre Tolo, Scrum Master également, coach agile parfois. Et les deux compères que vous voyez en plus sur la slide, c'est nos deux complices dans la création du jeu qui ne peuvent pas être là aujourd'hui avec nous. Donc Fabien Landeskrik, coach agile, et Samir Akoto, product owner. Donc voilà, on pense très fort à eux. Et on remercie aussi notre communauté de practice avec qui on collabore beaucoup pour créer ce genre de serious game, donc la communauté de Clanic. Voici le scénario de la séance, comme ça vous savez quelle sauce vous allez être mangé. Après cette courte présentation, on va essayer de s'aligner sur ce qu'est un anti-pattern agile. On va intégrer une phase de jeu qui va être le gros de cette conférence, sur justement les vilains de l'agilité avec 3 modes de jeu. Et ensuite, on voulait vous partager un peu pourquoi et comment on a créé ce jeu, parce que c'est quelque chose qu'on travaille depuis des mois, en fil continu, et on terminera par des phases de questions-réponses à une petite synthèse. Ok. Donc, depuis tout à l'heure, on vous parle de ça, des anti-patterns agiles. Est-ce que c'est une notion que vous connaissez comme ça, à main levée? Si je vous parle d'anti-pattern, vous voyez de quoi je parle ou pas du tout? Ok. Si vous voyez un peu, levez la main. Ok, donc quand même, la plupart d'entre vous avaient l'air d'avoir des notions, ou même de connaître bien la notion. On va quand même la réintroduire pour tous ceux qui n'ont pas levé la main. Du coup, on va partir d'un exemple pour vous expliquer la notion, parce que ça nous paraît plus clair. Donc, si je prends par exemple un personnage connu comme Hermione Granger. Est-ce que déjà tout le monde connaît Hermione Granger? Oui, ok. Du coup, on se dit, si on imagine une équipe de développement où on met une Hermione Granger, on se dit, ok, elle va apporter beaucoup à l'équipe, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de connaissances, qui va être fortement impliqué, qui va être proactif. Donc on se dit, bon, ça peut être chouette. Néanmoins, on voit aussi que Hermione, tout au long des films, elle a aussi du mal à déléguer. C'est-à-dire comme elle a besoin beaucoup de faire ses preuves, qu'elle manque de confiance en elle, elle va vouloir beaucoup faire les choses par elle-même. En plus, elle est perfectionniste, donc des fois, elle est juste pas contente quand c'est les autres qui font à sa place. Si on se projette avec ça dans une équipe, ça pourrait donner un personnage de type Hermione Grandeur, une personne qui a énormément de mal à déléguer, qui va devenir un goulet d'étranglement pour son équipe, c'est-à-dire qu'elle va prendre beaucoup plus de charges ou des sujets de responsabilité uniquement à elle, et donc elle va entraver la possibilité des autres membres de son équipe à faire ces choses-là, et à monter en compétences, et à prendre petit à petit de la place vis-à-vis d'elle. Une définition d'une de nos bases de nos références documentaires pour la création de ce jeu, c'est celle de Stephen Wolpers, qui est l'auteur du livre The Scrum Anti-Pattern Guide. Pour lui, il s'agit de pièges courants qui empêchent les équipes d'atteindre leur plein potentiel. Nous, de notre point de vue, ce sont des comportements qui, conscients ou inconscients, volontaires ou involontaires, qui vont à l'encontre des valeurs et des principes de l'agilité. Ce sont donc des habitudes dysfonctionnelles qui vont limiter les possibilités des équipes et le développement des produits. Et donc cette idée, elle est importante au sein du jeu. On sait qu'on ne parle vraiment pas d'une personne. Quand on parle d'anti-pattern, on parle vraiment d'un comportement, d'une pratique en particulier qu'une personne ou une équipe peuvent faire ensemble. Il n'y a pas de jugement de la personne, on discute du comportement. Est-ce que cette notion d'anti-pattern, pour ceux qui n'avaient pas levé la main tout à l'heure, elle est plus claire pour vous maintenant? Ok, parce que ça va être quand même une notion qui va être au centre du jeu, donc c'est mieux qu'elle soit claire en amont. Du coup, pour jouer ensemble avec les vilains de l'agilité, on va commencer par présenter la base du jeu, qui vont être donc les cartes personnages. Une carte personnage, ça va être à chaque fois une représentation d'un anti-pattern précis, d'après nous et nos références documentaires qu'on a utilisées pour créer le jeu. Donc là, l'exemple que vous avez, le personnage de Ariel dans Sous le backlog, ça va être un product owner qui va avoir une collectionnite des sujets dans son backlog et qui devra accumuler plein de choses. Donc qu'est-ce qu'on a comme éléments sur les cartes et qui vont nous servir pour jouer? D'abord, on a un peu de caractérisation de personnage, donc comme vous le voyez, vous avez dû le voir en premier lieu, hein, l'illustration et le nom du personnage. Et ensuite, on a un peu plus des infos vraiment sur l'anti-pattern, hein, ça reste un serious game. Donc on a toute la partie description, que je ne peux pas vous montrer parce que je suis beaucoup trop petite pour cette salle.
qui est donc la seconde section en dessous de l'illustration. Dans cette section, on va retrouver d'abord l'intitulé. Donc nous, une phrase qu'on a mis pour résumer l'anti-pattern, c'est-à-dire l'habitude qui pose problème. Un texte qui explique un peu plus pourquoi c'est un problème, dans le contexte d'une équipe. Et 2 petits pictogrammes qui vont amener un peu de contexte sur quand est-ce qu'on peut voir cet anti-pattern, où on peut voir ses conséquences. Donc là, par exemple, dans le cas du PO, on a de Ariel le PO collectionneur. On a le premier anti-pattern qui représente le PO et le second qui représente le backlog de produits. Vous inquiétez pas, tout le long du jeu, là, on va vous dire les pictogrammes, ce qu'ils veulent dire. Dans les jeux de cartes en eux-mêmes, il y a une carte d'explication pour dire qu'est-ce que veut dire chaque pictogramme. On va donc commencer avec le premier mode de jeu. Le mode de reconnaissance, c'est un mode qui vous permettra de partager vos expériences autour d'un anti-pattern. Alors, je vous lis le scénario de ce mode de jeu. Et on a une personne dans le groupe ou dans l'équipe qui va piocher une carte, il devient le metteur en scène, le facilitateur. Ça peut être n'importe qui. C'est pas lié au Scrum Master, n'importe qui peut le faire. Il va lire le contenu complet d'une carte, ce que je vais faire par la suite. Et l'objectif, c'est que chacun partage ses connaissances autour et son expérience que ça lui évoque autour de cette carte, que ça puisse rebondir les uns avec les autres et du coup vous enrichir les uns les autres de votre vécu. En fonction des éléments partagés, ce sera au facilitateur de mettre fin au jeu quand il le jugera pertinent. Donc là, pour aujourd'hui, pour le faire en amphi avec vous, ça va être Damien ici présent qui va être notre metteur en scène. Et moi, je vais passer dans les rangs pour essayer de vous passer le micro pour que vous puissiez partager des expériences sur la carte qui va être présentée juste à l'instant. Je vous présente Anakin Skywalker. Est-ce qu'il y en a qui le reconnaissent déjà? Alors, Anakin, ça peut être n'importe quel membre du groupe. On l'a caractérisé quand même beaucoup sur la rétro, mais ça peut être un peu n'importe quand. Donc c'est un membre d'équipe qui se plaint constamment, mais n'agit jamais. Que ce soit en rétro au quotidien, il va systématiquement déverser des remarques négatives, parfois de manière agressive. C'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait, qui critique, qui cherche des coupables, mais qui n'apporte jamais de solution. En termes de clichés, nous, ce qu'on vous propose sur cet anti-pattern, mais il peut y en avoir d'autres, on a quelqu'un qui pointe très souvent du doigt tout ce qui ne va pas de manière brute et sans filtre, quelqu'un qui aborde des sujets sans jamais apporter la moindre solution, et qui critique régulièrement l'attitude et le travail des autres, et pas de lui-même. Qu'est-ce que cela vous évoque? Est-ce que vous en avez déjà rencontré? Est-ce que quelqu'un voudrait nous partager un peu ses retours d'expérience sur ce sujet? Qui se lance? Est-ce que quelqu'un a une expérience particulière qui le revient avec une telle évocation? Ah, on a quelqu'un ici, s'il te plaît, Cassandre. Oui, donc moi je suis Scrum Master et j'avais aidé pour l'organisation d'un poker. J'ai demandé à des personnes qu'elles me donnent un peu les éléments à chiffrer, vérifier que ce soit d'or. J'avais envoyé un message, je sais pas, peut-être 2-3 heures avant la réunion pour préparer, planifier. Pas eu de réponse de Skywalker. Et en pleine réunion, alors c'était assez nouveau pour eux les pokers. Et en pleine réunion, j'ai demandé un peu s'il avait des éléments de prêt. Il m'a dit que non, donc je me suis un petit peu énervée en disant que j'avais demandé à ce que ce soit prêt depuis assez longtemps. Et il m'a dit de toute façon, on ne comprend rien à tes process. Donc voilà, c'était très agressif, pas forcément à essayer de trouver une solution et critiquer l'attitude et le travail des autres avant de se remettre en question sur le fait de même pas avoir répondu en disant j'ai pas le temps, j'ai pas compris. Voilà. Merci. Est-ce que ce partage d'expérience vous évoque quelque chose de vécu, passé, présent? Est-ce que ça fait écho? Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous parler d'un Skywinner? Oui. Ouais. Bonjour. Alors moi c'est dans mon équipe actuelle, on est 4 et j'ai 2 Skywiners. Waouh. Et évidemment, ils ne veulent pas se parler mutuellement. Et ils se critiquent forcément l'un l'autre sur le travail de l'un et de l'autre. Et donc il y en a un qui se plaint et qui lui-même a accroché sur son mur des photos de Calimero. Et l'autre, en fait, il a dit de toute façon, je veux plus travailler avec vous et je ne passerai pas le savoir. Et démerdez-vous. Voilà. Ah oui, blocage complet. C'est hyper sympa. Et évidemment, je suis là pour régler le problème. Est-ce que tu veux nous partager des tips, des pistes que tu as essayé de mettre en place, peut-être, par rapport à au volontariat, hein?
Alors déjà, déjà c'est des internes, donc je suis un peu bloquée parce que je peux pas les virer. mais non, en fait je suis là, mon manager m'a mise là pour être casque bleu entre les deux personnages et essayer d'amener du lien entre les deux. Et alors là, l'avantage c'est que depuis que je suis là, ils travaillent ensemble et ils acceptent d'être dans la même pièce. Mais la contrepartie, c'est qu'ils ont dit le jour où je pars, et ben eux ils se barrent aussi. Donc le seul problème, c'est que voilà, si je suis pas là, ils veulent pas travailler ensemble. Donc je suis vraiment le casque bleu et le lien entre les deux, parce que sinon ils ne sauront pas travailler ensemble. Voilà. Waouh. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous partager un Rex sur ce personnage? Ou alors, ce que d'autres personnes ont partagé, est-ce que ça vous a inspiré? Peut-être que si le personnage vous avez pas parlé, vous reconnaissez plus dans les témoignages qui ont été évoqués jusque-là? Ok. Je propose de passer à la suite alors. Ok. Du coup, le second mode de jeu qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est le mode exploration, qui va être un tout petit peu plus compliqué, donc je vais prendre le temps de bien l'expliquer. Donc l'idée du mode exploration, ça va être de sensibiliser les gens à qu'est-ce que ça provoque ces anti-patterns-là. Les comportements qu'on a dans une équipe, ça a des conséquences. Donc on va avoir, notamment dans les cartes, on va beaucoup essayer de retrouver, enfin de proposer des choses comme on a pu, alors j'ai oublié de l'introduire tout à l'heure, mais la section en jaune ici qui a été matérialisée, on les appelle les clichés sur les personnages. Nous, c'est 3 points qui pour nous sont très observables quand on est en situation de l'anti-pattern qui est décrit sur la carte. On en a mis 3 tels que nous on les propose, il y en a plein d'autres, donc il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse dans tout le jeu. Le but c'est de réfléchir ensemble sur ces comportements-là et pas de gagner quelque chose en particulier. Donc là l'idée c'est qu'on va toujours avoir ce fameux metteur en scène, hein, notre facilitateur du jeu. On va cette fois avoir uniquement accès en tant que joueur à la partie description, donc qui a été matérialisée en rouge en haut pour que vous la voyez bien, donc cette partie-là. Et l'idée, c'est que les joueurs, cette fois, au lieu de juste partager des expériences, on va aller un petit peu plus loin. On va se dire, OK, si on a tel comportement dans une équipe, qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce qu'on peut voir apparaître comme problèmes qui sont en lien avec ce comportement-là spécifique? On va illustrer ça tout de suite en jouant ensemble. Et vous n'hésitez pas si vous avez des questions ou si ce n'est pas clair pour vous. Donc, là, on a donc le même principe que tout à l'heure, sauf qu'on a des données auxquelles on n'a pas encore accès. Donc, on a donc un product owner qui a un anti-pattern qui est en lien avec le sprint. Donc, le product owner pousse les développeurs à faire plus de tâches. Avec une logique orientée quantité, ce product owner incite les développeurs à charger les sprints avec de plus en plus de tickets. Il ne s'intéresse pas tellement aux réels besoins des utilisateurs et des parties prenantes, et encore moins ceux de l'équipe. Son comportement est de pousser à faire plus de fonctionnalités en grand nombre, et sans forcément s'attarder sur leur utilité. Est-ce que, si je vous dis ça, vous voyez des conséquences possibles, des choses qu'on peut voir, des problèmes qu'on peut voir apparaître dans l'équipe à cause un peu de ce comportement du product owner? Donc à la fois faire plus et ne pas s'intéresser du coup à la valeur, mais vraiment plus à la quantité. Si vous vous projetez dans un contexte où vous avez cet anti-pattern, quelle situation observable, vraiment claire, pourrait être engendrée par cet anti-pattern? Qu'est-ce qui vous vient? Donc là, on a quelqu'un qui nous parle de démotivation de l'équipe. On a quelqu'un qui voudrait jouer en haut aussi. Déjà, est-ce que c'est une situation que vous avez vécue? Est-ce que vous avez côtoyé des PO qui fonctionnaient comme ça, à main levée, là, un peu dans la salle? Ça vous parle? Ouais, on en a quand même quelques-uns. On en a même beaucoup. Ok. Ce que ça m'évoque directement, c'est marrant parce qu'on avait une conf ce matin, c'est que si tu dois produire beaucoup de choses sans respecter les rythmes, tu vas trouver des raccourcis. Et souvent, le raccourci, ça va être la qualité. Donc rapidement, tu vas livrer de la merde. Rapidement, du coup, tu vas avoir de la dette. Finalement, là où tu pensais être rapide, tu vas être hyper lent, quoi. Ok, donc une perte au contraire de cette... On pense être sur une logique de performance, et en fait pas du tout. On dévoie ça. Ok. Est-ce que vous voyez d'autres choses en lien avec des confs ou pas? Moi, autre chose, c'est que l'équipe va de plus en plus découper ses tickets en petits bouts pour faire du volume. Oui, du surdécoupage pour créer du chiffre abstrait, qui ne veut rien dire. On peut voir aussi la multiplication des estimations, hein, des fois, hein, un petit x2 et hop, on est bien meilleur. Des démos horribles, puisque les parties prenantes ne vont pas se retrouver
par rapport à la valeur ajoutée, puisque c'est pas priorisé par la valeur, pas par le réel besoin, pardon. Ouais, et du coup, même si tu tires le lien encore plus loin, pas que sur la démo, du coup, si tu livres pas de valeur, non, ça a d'autres impacts encore sur tes utilisateurs. Mais ils vont pas être contents, quoi. Oui. Turnover, des éléments qui partent, tout simplement. Ok. Bon, du coup, là, on a quand même tiré le fil sur plein d'éléments. On est même allé assez loin. Hein. Regardez du côté vraiment démotivation, au point d'avoir du turnover, perte du lien avec les utilisateurs, au point qu'ils soient complètement insatisfaits. Bon, nous, sur les cartes, on est quand même limité à 3 éléments. Donc, en général, on va un peu moins loin. Mais du coup, nous, les exemples qu'on avait cités, c'était ce product owner, il va avoir tendance, par exemple, à vouloir renégocier la complexité des items. C'est-à-dire qu'il va venir monnayer avec l'équipe. Tu es sûr que c'est vraiment un 3 là, ça m'arrangerait que ce soit un 1 parce qu'on pourrait le mettre dans le sprint. Il peut avoir aussi tendance à regarder à la fin du sprint. Ouais, on a fait tant de points, on est trop fort. Alors que bon, a priori, ça a assez peu de valeur. Et enfin, bon, ça a été dit en tout premier, hein, le rythme insoutenable du côté de l'équipe. Donc, on ne peut pas continuer comme ça dans la durée. Et du coup, le personnage qu'on avait associé à ça, c'était Miranda, de Le Diable s'habille en Prada. Donc, vous savez, l'illustration et le détournement de son nom. Voilà. Du coup, pour continuer, on va continuer sur le même mode de jeu, si ça vous convient. Et du coup, je vous propose un deuxième personnage. Alors cette fois, on a une partie prenante qui, dans le contexte du sprint, a un comportement qui ne nous va pas. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui va venir contraindre l'équipe à changer de focus trop souvent. Une partie prenante où l'organisation revoit constamment les priorités de l'équipe, la forçant à changer de focus et d'objectif. L'équipe est alors contrainte de travailler d'urgence en urgence, courant pour éteindre des feux. Elle n'a plus la capacité de respecter ses engagements, que ce soit l'objectif de sprint ou la définition de fini. Qu'est-ce que ça vous évoque et qu'est-ce que ça pourrait engendrer, d'après vous, dans une équipe ? Oui, moi j'ai vécu ça. Première chose, ça va entraîner l'équipe démotivée comme d'habitude, mais surtout, en fait, les parties prenantes vont être extrêmement frustrées parce qu'elles ont l'impression que rien n'est livré. Parce que tout change toujours et ils ont l'impression et le backlog s'accumule et il n'y a rien qui est livré du tout. Ouais. Que les parties prenantes, tu penses ? Les parties prenantes en particulier, mais bien évidemment tout le reste, tout le monde, mais c'est les parties prenantes qui vont le voir d'elles-mêmes et surtout les autres parties prenantes. C'est là où c'est très vicieux. Ok. Donc de la frustration côté partie prenante. En lien avec l'aspect de perdre le focus, il va y avoir la perte de sens finalement, parce qu'en fait la notion d'objectif c'est ce qui permet à une équipe d'atteindre, de se fédérer et d'atteindre. Et si ça change toutes les 2 minutes comme une girouette, on ne sait plus où on va. Et il y a eu pas mal de contenu là sur cet Agile Tour qui parlait du sens. Et typiquement, plus de sens. Donc, pas de raison d'être là, pas de raison de produire de la qualité, de quoi que ce soit, des gens qui partent, enfin voilà. Ok, donc perte de sens pour l'équipe avec toutes les énormes conséquences que ça peut avoir, bien évidemment. Je pense qu'il peut y avoir aussi peut-être des problèmes sur la maturité des sujets qui vont être pris du coup dans le sprint, qui n'auront pas été travaillés en amont. Et donc on va développer des choses qui n'ont pas été préparées et ça ne peut pas être bien développé. Et du coup, ça peut être quoi aussi les conséquences de développer des sujets sans prendre trop le temps de réfléchir aussi comme ça, outre la qualité ? Je sais pas. Ok, non, je sais pas si quelqu'un a une réponse. Ouais, manque de qualité, manque de maintenabilité. Je pensais aussi au fait que si on développe tout sur un coup de tête, on peut aussi faire des trucs qui n'ont aucune valeur en fait, puisqu'on n'a pas du tout pris le temps de valider nos hypothèses et de se poser la question de est-ce que c'était intéressant ce qu'on allait faire. On l'a juste fait. Est-ce qu'il y avait d'autres propositions, d'autres idées par rebond, presque qui a été partagé du coup ? Manque de sens, manque de qualité. Ouais, c'est ce qu'on a dit sur la partie avant, la démotivation de l'équipe forcément. Parce que faire des tâches toujours dans l'urgence, ça marche pas. Ouais. Ok. Donc on a quand même des thèmes récurrents qui reviennent avec tous les personnages. Donc nous, qu'est-ce qu'on vous avait proposé par exemple ? On se retrouvait avec une équipe où tous les sujets étaient classés en priorité haute urgente. Il n'y a rien qui est normalement priorisé, c'est tout à faire pour hier. On peut même avoir des équipes qui ont des échéances de date.
C'est aussi des environnements où, comme c'est pas du tout maîtrisé, on peut entendre aussi « non mais c'est pas grave, on est agile ». Donc on peut changer de focus, il n'y a pas de souci. Et on peut avoir aussi cette personne qui va être une personne qui va venir carrément disrupter le focus de l'équipe en venant intervenir directement, en allant voir des équipiers pour leur demander de faire des tâches qui n'ont pas rapport avec le sprint, avec l'objectif ou quoi que ce soit. Donc voilà, qui vient directement casser l'organisation de l'équipe. C'était ce que nous, on vous proposait. Ok. Un dernier personnage sur ce mode de jeu. Cette fois, c'est un anti-pattern d'équipe complète, donc Scrum Team au total, en lien avec le planning de sprint. L'équipe prévoit l'exécution de son sprint dans les moindres détails. Ce type d'équipe accorde beaucoup trop d'importance à la planification du travail et aux activités liées à la production des plans, comme l'estimation et le calcul de la CAPA. Petit raccourci. Elle pense qu'il est bénéfique de sortir d'un planning de sprint avec un backlog complet et immuable. Il considère une planification bien faite si elle n'a pas besoin d'être ajustée pendant le sprint. Qu'est-ce que ça vous évoque? Déjà, est-ce que vous avez vu des équipes ou côtoyé des équipes qui fonctionnent comme ça ou qui cherchent à fonctionner comme ça? Ouais. Je vois beaucoup de têtes qui font oui. Ouais. Ouais, alors ce que ça m'évoque directement, ok. Si on fonctionne par empirisme, c'est que justement, on s'accorde pour dire que tout n'est pas prévisible. Donc si on pense que tout est prévu, on est obligé au moment d'être frustré. Parce que, je sais pas, tu as un incident de prod, tu as quelqu'un qui est enrhumé, quelqu'un qui va prendre 2 jours, machin. Et donc forcément, à la fin, tu n'arrives jamais au truc. C'est impossible. Sauf que, ouais, bon, après, je ne vais pas non plus trop détailler, mais moi, j'ai tendance à plutôt, effectivement, définir un scope, mais après, de rester très lâche dans le truc, et puis surtout se dire que, oui, ok, on se fixe cet objectif, mais en tout cas, on ne va pas générer de frustration si on n'y arrive pas, quoi. Ouais. Donc là, côté vraiment frustration, parce qu'on sait, en fait, toi, tu sais de base qu'un plan sur plusieurs semaines, ça ne va pas tenir. Ouais. On a toujours d'autres personnes. Je ne sais pas ce qui est caché sous les marrons, mais j'imagine bien aussi l'équipe ou le PO qui met derrière l'objectif du sprint, c'est d'y arriver, c'est d'arriver à finir. Voilà, on entend souvent ce genre de propos. Et, voilà, qui ne sont pas des vrais objectifs, mais voilà, je pense qu'on retrouve dans ce anti-pattern ce genre d'attitude. Ouais, le backlog de sprint devient carrément vraiment tout l'objectif et on n'a pas de vraie raison d'être derrière ça, c'est juste finir le backlog, c'est ça L'objectif de sprint, il va probablement pas être atteint et on va se retrouver, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu, en review avec une liste de raisons, d'excuses, donc comme ça, de pourquoi on n'a pas réussi à l'atteindre. Ok, donc on va rentrer dans la justification plutôt que dans l'adaptation, ok. Ok. Bon. Des cérémonies à rallonge, sûrement le planning, oui, c'est vrai, pour réussir à détailler l'ensemble d'un backlog de sprint et ne plus tout y toucher, oui, probablement. Il faut aimer les plannings de 8 heures. On peut entrer dans un modèle où l'équipe va devoir travailler en amont de son travail pour trouver tous les loups qui peuvent se cacher, quitte à faire des analyses qui prennent des sprints entiers pour finalement les coder le sprint suivant et que ça prenne une demi-journée. Donc une suranticipation et une préparation en amont qui est démentielle par rapport au travail nécessaire réellement. Hein. Je pense qu'on va se retrouver finalement dans un modèle où l'équipe va passer plus de temps à maintenir son plan qu'à l'exécuter. Et avec un gros problème on va dire de productivité de l'équipe, à la fin on n'arrivera peut-être pas à atteindre notre sprint goal, on va devoir se justifier lors du sprint review. Ok. Bon c'est hyper intéressant. Alors encore une fois, nous on n'est pas forcément allé aussi loin que vous, hein, vu qu'on est limité. Nous on s'est projeté sur le fait que du coup l'équipe elle va refuser toutes les nouveautés dans un sprint, hein, le plus possible, elle va les remettre au sprint d'après souvent, dire trop tard, le sprint est planifié, donc ça sera la prochaine fois. On va aussi avoir un daily qui va plus être vraiment une rencontre d'organisation en équipe, hein, mais qui va juste être une revue du plan. Hein, on en est où dans le plan et voilà, c'est tout, hein, puisque tout est déjà planifié, il n'y a rien à trop se dire en daily à part où on en est.
Et on va aussi avoir des équipes qui, comme ça a été dit, au final ne vont pas forcément atteindre cet objectif qui s'était fixé avec ce backlog surdimensionné et hyper découpé. Ou donc on va avoir des reliquats à la fin. Et souvent ces équipes-là, nous, de ce qu'on constate, c'est qu'elles redécoupent et elles réestiment pour le remettre dans le sprint d'après, parfaitement bien quantifié, et ainsi de suite. Et on trimballe comme ça des reliquats de plans à l'infini. Merci à tous d'avoir participé. Et comme disait Anima Smith, j'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Pour ceux qui l'ont reconnu. Moi, je vous propose un troisième mode de jeu qu'on a appelé le mode Jeopardy. Le principe, c'est de prendre du recul, justement, à l'inverse, sur les situations visibles, donc en partant des 3 clichés, pour essayer de trouver quel archétype de personnage. Donc, prendre du recul là-dessus, c'est de comprendre ce qui se passe au sein des équipes, et du coup, l'élément commun. Donc, en tant que facilitateur, on va lire les 3 clichés, et les autres joueurs vont essayer de réfléchir, justement, à ce qui pourrait les induire. Et après, à charge au facilitateur, comme pour les autres modes de jeu, de mettre le cran d'arrêt quand il le juge pertinent. Je vous propose de commencer. Est-ce que ce mode de jeu est clair? C'est l'opposition du précédent, on part des situations, on essaie de prendre du recul. Dites-moi. Ok. Premier personnage. Nous avons trois situations. Les devs ont un rapport de leur activité lors du délit, donc c'est du reporting pur. Encore une fois, mauvaise compréhension de l'utilité d'un délit. L'équipe n'ajuste jamais le périmètre de son backlog de sprint lors des délits. Et l'équipe réalise souvent à la fin du sprint qu'elle n'atteindra pas son objectif. Donc elle attend d'être face au mur pour le prendre. Quel archétype de personnage et d'anti-pattern est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce qui pourrait se cacher et qui pourrait être source de ces 3 situations? Du coup, là, pour vous aiguiller, on est quand même très centré autour du daily. Hein. Donc, quel comportement d'équipe en daily on pourrait avoir qui induirait un peu ça en équipe pour un manque de courage, j'ai entendu. Est-ce que je fais passer un micro? Ouais. J'ai quelqu'un. Oui, là on est face à une équipe qui fait juste un rapport d'activité en mêlée le matin, en daily, et qui n'est pas là pour évoquer en fait les problèmes qu'il a rencontrés et les appels à l'aide dont il aurait besoin. Les situations qui sont écrites, moi ça me rappelle des cas que j'ai vécu où en fait il y avait une autre personne présente au délit qui en fait altérait le but. Donc, histoire de mettre les pieds dedans, un manager présent qui... oui, j'ai balancé le terme. Mais voilà, ça, en fait, l'équipe n'osait pas finalement faire part de ses problèmes, donc cacher un petit peu le sujet jusqu'à la fin du sprint. Tout d'un coup, là, le mur est tellement grand qu'on va se le prendre qu'il n'y a plus moyen de le cacher. Et comme on masquait finalement la problématique, on n'ajustait pas non plus, on remettait rien en question. Donc, c'était la personne finalement extérieure présente au délit qui était, c'est l'anti-pattern que je devinerais moi. Ok, piratage du délit par un élément extérieur. J'allais aussi dire à un manager qui inscrivait des règles supplémentaires à celles du délit pour dire alors on va faire un délit, par contre on va aussi faire un reporting et puis si vous pouviez me donner ces informations pour mes KPI pour faire le lien avec une autre précédente. Voilà, c'est quelqu'un qui, un parasite qui vient se greffer au schéma. Pour moi, il n'y a même pas besoin qu'il y ait un manager de présent pour que les équipes adoptent ce comportement-là, en fait, d'elles-mêmes. Alors, j'avais quelqu'un qui voulait participer au-dessus. Oui. C'était la même idée? Ok, donc aussi... Ah, on va. Parfois aussi se retrouver devant les boards Kanban et tout, il faut qu'on mette à jour vos tickets, est-ce que vos tickets sont à jour et tout, ça se transforme aussi un peu dans, grosso modo, raconter ce que j'ai fait et c'est tout. Voilà, j'ai mis à jour, regardez, c'est transparent, laissez-moi tranquille. Donc on aurait le facilitateur qui pousserait au reporting finalement? Ok. Oui. Ok. Cette action de reporting finalement vis-à-vis du product owner. Le product
Donc si je résume, absence de complicité, donc pas d'unité au sein de l'équipe, absence de confiance qui du coup entraîne la réduction du daily et un reporting. Ok. Je vois des hochements de tête qui sont... Ce que je vous propose, c'est de vous présenter, nous, l'archétype qu'on a associé, mais encore une fois, il y en a plusieurs possibles. Je vous présente Jacques Separo. Jacques Separo, c'est l'équipe, effectivement, au daily. Un daily qui ne sert pas à inspecter la progression vers l'objectif de sprint. Donc on aura des échanges qui ne concernent pas la progression vers l'objectif, mais il n'y a aucune inspection, adaptation, pas d'itération, c'est vraiment pas de remontée d'alerte, tout va bien, et on va dans le mur gentiment. Concrètement. Je vous propose de jouer avec une autre carte. Donc là, je vous présente 3 nouvelles situations. Une rétro qui fait remonter constamment les mêmes problématiques, mais si ça remonte à chaque fois, c'est qu'il n'y a pas d'avancée. Elle se termine sans piste d'amélioration, sans que des pistes d'amélioration n'aient été abordées. Donc encore une fois, il ne se passe rien, tout va bien. Et le constat partagé, c'est qu'effectivement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Pour ne pas citer Voltaire. Quel archétype de personnage et d'anti-pattern, quel type de comportement ça vous évoque? Déjà, est-ce que vous en avez vu des rétros comme ça, où au final, c'est la 3e rétro où on se dit la même chose et rien ne change? Ouais. Encore des hochements de tête? Ouais. Je pense que c'est une équipe du coup qui est dans un déni de la situation, et c'est une équipe aussi qui manque de courage pour se dire les vraies choses, et aussi une équipe qui se ferait pas violence, dans le sens où on a une situation qu'on n'aime pas, mais finalement peut-être que ça nous va bien, et j'ai pas envie de moi-même réfléchir à quel axe d'amélioration je pourrais porter. D'accord, on se complaint dans la situation, pas de sécurité en fait, psychologique pour en parler. J'aime me plaindre, mais quand il faut commencer à chercher des solutions, autant que ce soit quelqu'un d'autre, quoi. Ok. Pour le coup, il est croisé avec Anakin Skywalker. Peut-être. Cassandre, juste au-dessus, s'il te plaît. Pardon. Je ne t'avais pas vu. Je ne sais pas si c'est vraiment ça derrière le carré, mais j'ai remarqué ce comportement aussi dans des équipes où il y a énormément, le périmètre est tellement important que l'équipe elle est souvent en mode vraiment survie, on travaille beaucoup, et que la rétro c'est presque un moment de c'est dur, on enchaîne, on y va plus loin, mais on n'a pas de bande passante pour se rajouter les actions, changer des choses, parce qu'en fait le changement demande de l'énergie, on n'en a pas. Voilà. Alors encore une fois, il peut y avoir potentiellement plusieurs archétypes derrière nos exemples. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut chercher exactement c'est le cas derrière. Mais oui, effectivement. En anti-pattern, je vois bien aussi l'équipe sans Scrum Master, qui au final remonte toujours les mêmes choses. C'est pas trop sortir un petit peu de cette boucle infernale. Pose toujours les mêmes sujets en fait, mais c'est pas non plus comment les traiter, comment les escalader, les pousser. Donc au final, on va faire avec, quoi. Il y a aussi faire une rétro, c'est du temps en moins pour développer. Et du coup, autant dire que tout va bien, comme ça je gagne du temps. Ok. Tu as une dernière participante. Pour moi, ça arrive aussi quand on prévoit pas assez de temps pour la rétro. Du coup, on liste tous les problèmes, mais quand on arrive au moment d'avoir des solutions et de s'engager, en fait, la séance est terminée et tout le monde s'arrête là. Ok. Merci. Effectivement, nous, ce qu'on propose, c'était assez proche de ce qui a été dit il y a quelques minutes sur l'absence du Scrum Master. C'est plutôt le Scrum Master qui n'aide pas du tout à challenger la situation. Donc, il y a des rétros qui sont pas du tout facilités, dans le sens vraiment de facilitation avec intention. C'est juste animé. Elles sont là, on les fait, on ressort, et c'est tout. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de recherche, de tirer le fil factuel et de chercher des améliorations par rapport à ça. Les sujets difficiles, ça a été évoqué par certains d'entre vous, c'est sous le tapis, et tout va bien dans le meilleur des mondes.
Un autre personnage, un petit dernier, trois nouvelles situations. Ça a été évoqué sur un autre anti-pattern tout à l'heure, un gros turnover et instabilité des équipes dans la durée. Stratégie de gestion humaine complètement incohérente par rapport à une stratégie de produit, donc c'est complètement décorrélé, et déséquilibre et silotage des compétences au sein des équipes. Pour celui-là, je vais quand même vous préciser qu'on s'est adressé aux anti-patterns, pas que au sein des équipes. On l'a vu tout à l'heure avec un anti-pattern de partie prenante. Donc il y a des rôles autres que Dev, PO, Scrum Master et Scrum Team. Voilà. Si jamais. Déjà, qui a vu ça dans une entreprise? Il y a quelques mains levées. Ah, il y a quand même pas mal de mains levées, oui. Un projet de folie lancé pour un an après avec un plan de départ volontaire en même temps. Radical. Très précis. Ok, moi j'ai un cas très précis en fait dans ma boîte. À un moment ils se sont dit on va faire des projets agiles au forfait. Donc on bouge pas le périmètre, on bouge pas les délais, on bouge rien. Et donc du coup faut que ça rentre. Hein. Donc au bout de quelques mois on a eu des burns, on a eu plein de trucs comme ça. En gros, je dirais l'anti-pattern, c'est de l'agile-like, de l'agile washing avec une grosse pression managériale pour faire semblant. Ok, donc quelque chose en lien avec le management, de supposer. Qui est d'accord avec ça que ça semble être... Ouais. Ah oui. Il y en a qui ont des idées plus précises à nous partager? Ah, grande famille. Un autre contexte que j'avais vu, c'était un contexte plutôt centre de service où en fait il y avait, je sais pas moi, 20 personnes qui travaillaient pour un contexte client et en fait les équipes étaient montées en fonction des demandes des PO qui avaient de l'autre côté. Et du coup, ça changeait tout le temps, donc ça tournait tout le temps. Et s'il y avait un jour une demande beaucoup plus grosse qui arrivait, hop, fallait mettre plus de personnes dans le centre des services. Mais du coup, ça veut dire aussi que si à un moment donné, il y a moins de demandes, hop, fallait aussi déstaffer. Ce qui fait que, dans un contexte comme ça, je vois pas du tout la notion de produit. En tout cas, moi, je l'ai pas vu. Et puis, il fallait vraiment capitaliser sur les compétences pour se dire, il faut pouvoir répondre à peu près à n'importe quel type de demande. Donc, on va garder des experts. Donc, il y a vraiment cette notion de recherche de l'expert pour pouvoir faire face à tous les sujets. Donc, finalement, c'est la stratégie du centre de service. Voilà. Ok, réorganisation à la demande. Oui. J'ai connu un contexte où il y avait les trois parties. Et si j'essaie de le décrire, ce contexte, c'était une entreprise qui avait une forte croissance au niveau de stratégie produit, où ils ont un peu vu la part des gâteaux très importante. Où derrière, par contre, ils ont formé les équipes autour de compétences back, front, UX, etc. Donc, ils ne se parlaient pas. Donc, ça ne facilitait pas la sortie de nouvelles choses. Et en plus de ça, ils refusaient d'embaucher. Donc, on va augmenter, on va doubler notre produit, mais on reste à 20. Voilà. Ok. Un petit dernier. Une équipe RH qu'on a juste oublié de former. Simple et efficace. Et nous vous présentons les DevTroopers, les développeurs interchangeables. Donc effectivement, le management réaffecte selon ses besoins, mais sans aucune logique produit. C'est uniquement la gestion de coûts, voilà. Comme ça vient d'être dit justement, le dernier commentaire, c'est question de purement c'est des ressources humaines, mais c'est tout. Il n'y a aucune vision. Voilà. Les gens sont des expertises dans des cases, on peut les interchanger pour optimiser des beaux graphiques, mais voilà, c'est pas plus réfléchi que ça. Donc, voilà, on vous a présenté 3 jeux qu'on a pu faire avec vous dans la situation d'amphi. Nous, on a imaginé aussi 2 autres modes de jeu qui ne sont pas adaptés, donc on ne va pas faire avec vous aujourd'hui. Donc le premier mode, c'est le mode simulation, qui a été inspiré par le théâtre ouvert, où tout simplement, on va chercher à mettre en visibilité ces dysfonctions qu'on a présentées avec les cartes, en les jouant en mode roleplay ou théâtre ouvert, justement, en équipe, par exemple. Donc en tant que facilitateur, vous pouvez choisir à l'avance un contexte que vous voulez jouer en équipe, parce que vous savez que vous avez identifié qu'il y a des problématiques par exemple dans votre daily, et vous allez donner différents rôles à différentes personnes, et vous allez simuler la situation, et voir du coup qu'est-ce que ça peut engendrer dans le daily, d'avoir par exemple, qui on a eu voilà, Jacques Separo en daily,
qu'est-ce que ça donne. Le deuxième mode qu'on a imaginé, cette fois, il a été inspiré par l'approche systémique. Donc, par exemple, ceux qui connaissent une approche de Palo Alto vont essayer de trouver des causes, creuser un peu sous la surface. Où l'idée, là, cette fois, c'est quand on a créé le jeu, on a remarqué qu'entre anti-patterns, et ça s'est vu d'ailleurs dans tout ce qui a été partagé aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de choses qui peuvent être des conséquences communes, des anti-patterns qui peuvent s'engendrer les uns les autres. Donc l'idée, c'est que là, sur le mode connexion, on va prendre 2 anti-patterns choisis, et on va essayer de réfléchir à est-ce qu'il y a des causes communes qui font qu'aujourd'hui, en tant qu'équipe, on est confronté à ces 2 anti-patterns-là. Est-ce qu'il y a des actions qu'on pourrait faire qui pourraient répondre à nos 2 besoins, à nos 2 problématiques qu'on a identifiées. Donc notamment, elles ne sont pas jouables en amphi avec vous parce qu'a priori, on n'est pas une équipe. Donc ça va être plus dur d'identifier des cas intéressants à traiter ensemble. Et en fait, nous, à chaque fois qu'on présente le jeu, parce que du coup, il a été présenté à l'Agile Lyon, à l'Agile Montpellier, on l'a joué plein de fois, nous, dans notre communauté, il y a toujours quelqu'un qui nous présente d'autres idées, d'autres utilisations des cartes. Donc nous, on le précise, on livre surtout les cartes, notamment les cartes personnages, et derrière, vous les utilisez comme bon vous semble. Hein. Si vous avez plein d'idées, plein de façons de les utiliser, on est preneur que vous les testiez et que vous nous fassiez des retours. Et pourquoi pas, nous, on pourra en faire des modes de jeu officiels si l'idée fonctionne super bien. On est preneur, voilà. Donc n'hésitez pas à imaginer des choses. On va vous faire un petit retour quand même sur pourquoi et comment on a créé ce jeu, parce que ça nous paraissait quand même intéressant, quitte à être en amphi avec vous, de vous présenter un peu le processus qu'on a eu. Donc c'est un jeu qu'on a créé cette année, en 2024. Tout est parti d'abord du concept. Donc en fait, le thème de l'Agile Lyon pour cette année, c'était l'Agile fait son cinéma. Et donc ce qu'on a fait en communauté, côté Clanique, c'est qu'on a fait des brainstorming collectifs pour essayer de trouver des idées. Qu'est-ce que ça nous évoquait, cette thématique de l'Agile fait son cinéma. Lors d'une de ces sessions, il y a eu plusieurs idées qui parlaient un peu de cette liaison, cette association intéressante à faire entre les anti-patterns qu'on peut côtoyer dans les environnements agiles ou plus ou moins agiles, et les méchants de cinéma, qui peuvent à la fois des fois bien les représenter. Et à partir de là, on a créé un groupe de travail au volontariat, donc les 4 clones qu'on vous a présentés au début de la session. À partir de là, après, nous, on a travaillé ensemble tout le long de l'année pour créer le jeu. Et ça, je vais laisser Damien vous le présenter un peu plus. Alors, comme on vous l'a mis ici, on n'avait pas de cadre. En fait, on est parti d'une idée, on est parti d'une thématique, ça a fait émerger des choses. On s'est dit, bon, ok, on veut proposer un serious game. Première chose à dire, c'est quoi notre vision? Quel est l'apport de valeur qu'on veut donner aux gens? Pourquoi on va le faire? Donc on est parti de là, on a commencé déjà à faire de l'idéation sur cette question de vision et d'intention, avec quoi vous allez repartir. Puis on s'est dit, maintenant avec tout ça, quelles informations on voudrait avoir sur ces cartes? Qu'est-ce qui pourrait aider à travailler autour des anti-patterns, à en discuter, à les rendre visibles? Parce que des fois on se rend compte qu'une situation ne va pas, mais on n'a pas forcément la prise de recul nécessaire pour se dire ok, qu'est-ce que c'est. Et après on a travaillé aussi sur le format des cartes. Il y a eu plusieurs itérations, on a fini sur un format plutôt type tarot, et avec des contenus type contexte, etc. Mais c'est venu de manière progressive et pas du tout structurée. Pourquoi ça a marché? On s'est posé la question en préparant la conférence, et quand on a mis un peu nos idées, on s'est rendu compte qu'on était bien des agilistes, mais c'était pas volontaire. On a vraiment été en autonomie, en autogestion, c'est-à-dire que chaque semaine on se mettait un point d'une heure et demie, on se donnait des devoirs à la maison volontairement, on se réalignait et on a itéré comme ça semaine après semaine. Ok, on va avancer sur quoi? On fait la séance, on débriefe de ce qui s'est passé entre temps et on réitère. Sur les notions de confiance et diversité du groupe. On a 2 Scrum Masters, on a quelqu'un qui met du coaching, on a quelqu'un qui était lead tech, qui vient de passer PO, mais lui il a un profil, il a un peu tout fait. Donc il y avait un côté on arrivait chacun avec des expériences plutôt variées, on a des âges variés, des contextes variés, même en mission actuelle. Et il y a une relation de confiance au sein de la communauté, on travaille régulièrement ensemble, il y a une question de... On est safe quand on se croise, quand on se voit, quand on se parle, de tout se dire, et on sait qu'il n'y aura jamais de jugement. Donc on était vraiment à l'aise pour échanger semaine après semaine et construire finalement le groupe et le jeu. Et se faire confiance aussi sur, du coup, chaque semaine, quand on se disait, un tel va avancer sur ça, l'autre sur ça, on avait confiance que, sachant qu'on est quand même tous en mission, en parallèle, ça serait fait à hauteur de ce que l'autre pourrait faire, mais il y aurait des choses créées à avancer. Donc c'est sûr que ça aide chaque semaine de se dire qu'on se voit avancer.
Et après, il y a aussi une notion de plaisir. C'était peut-être aussi renforcé par le positionnement souvent le vendredi en fin de journée, donc une espèce de passerelle entre la semaine dans le contexte mission et le week-end. Il y avait un côté, on était content de se retrouver, de partager un peu ce qu'on avait vécu. Certains de partager en live des anti-patterns. J'ai croisé telle situation dans ma mission, je pense que ça pourrait être intéressant qu'on l'intègre, on en a eu pas mal. Et il y a vraiment eu cet effet, on se faisait plaisir à travailler sur le jeu, à travailler sur le concept, à créer les cartes, le côté visuel, le côté design, le côté UX. Et il y a eu vraiment un effet, un cercle vertueux. Moi, je l'ai dit plusieurs fois au cours de l'année, rien que la partie idéation et créativité, rien que ça m'aurait suffi à me faire vraiment plaisir. Le montrer en conférence, c'est un bonus. Envoyer quelqu'un d'autre à Montpellier, c'est nos 2 autres compères qui sont allés. Moi, ça m'allait très bien. Juste le fait de s'amuser à le créer, rien que ça, c'était génial. Et le côté itération et feedback, encore une fois, très agile. Hein, on l'a fait naturellement. Chaque semaine après semaine, feedback entre nous, feedback au sein de la communauté. On l'a testé à Lyon, à Montpellier, on l'a testé lors d'un événement en interne, avec des gens qui sont dans l'agilité, d'autres qui ne sont pas dans l'agilité, et à chaque fois c'était des feedbacks très enrichissants. On adore les feedbacks, et à chaque fois ça enrichit le jeu, Cassandre l'a dit tout à l'heure. On a des modes de jeu qui émergent auxquels on n'avait pas du tout pensé, et c'est génial. Et en plus de ça, ça nous a permis aussi de valider assez tôt quand même que l'intention de jeu que nous on avait, elle était intéressante, il y avait des gens qui étaient intéressés par ça, et que ça pouvait vraiment servir à des gens. Et ça aussi, c'était un moteur dans le fait d'avancer et de continuer, parce que si on s'était rendu compte que ça ne plaisait qu'à nous, on aurait arrêté probablement. Je confirme, l'échange à la fin d'Agile Lyon, ça a été génial. J'ai adoré les discussions, c'était vraiment incroyable. Petite synthèse. Du coup, on va arriver à la fin, donc on va vous faire une petite synthèse de tout ce qu'on a pu dire et du jeu. Du coup, je vais commencer par quand même clarifier l'intention du jeu, parce qu'on vous en parle, on vous l'a présenté, mais voilà, on va dire un peu clairement nous, ce qu'on voulait faire. Du coup, notre intention pour ce jeu, elle était multiple. Il y avait quand même plusieurs objectifs. En fait, on a constaté dans nos expériences à tous que les anti-patterns, autant on les côtoie tous dans les milieux de l'agilité, autant c'est difficile de les identifier, d'en parler, de savoir comment agir quand on se confronte à eux. Et on voulait aider un peu les facilitateurs et les gens qui sont dans ces milieux de l'agilité sur un peu ces 2 aspects-là. Et on voulait aussi dédramatiser, parce que souvent, en fait, quand on va dire à quelqu'un qu'il y a un comportement qui apporte des dysfonctions au sein de l'équipe, ça peut être hyper intense, ça peut être hyper difficile à recevoir, alors qu'au final, on parle vraiment que d'un comportement, une pratique, une habitude qui, elle, peut être évoluée. On ne peut pas changer quelqu'un, mais on peut changer la façon dont elle pratique son métier avec elle. Donc le 3e objectif, c'était de rendre ça un peu moins dramatique, et notamment on s'est dit que le thème du cinéma et l'association avec des personnages connus détournés, donc comme on vous l'a dit au début, l'idée c'était des méchants, puis on s'est très vite rendu compte qu'au final ceux qui représentaient le plus les anti-patterns, souvent c'est pas vraiment les méchants, c'est plus des personnages plus neutres, voire des gentils qui ont des défauts, et ça représentait bien ce qu'on voulait dire en fait, donc ça tombait d'autant mieux. Du coup, comment on pense que le jeu y répond à ces 3 intentions-là ? Pour nous, au niveau identification, c'est quand même l'objectif des cartes, c'est que donner aux gens une vision de qu'est-ce que peut être un anti-pattern, et cet anti-pattern en précis, qu'est-ce qu'il peut être et qu'est-ce qu'il peut engendrer dans une équipe, pour faciliter le fait qu'ils se disent c'est quand même bizarre, moi mon daily ressemble quand même vachement à Jacques Séparou, on doit avoir un problème là-dessus, il faudrait qu'on en parle en équipe. Notamment du coup comme on le disait, la section des clichés, donc les 3 points clés on vous a dit sur les cartes et sur lesquels on est parti dans le dernier mode de jeu. Voilà, l'idée c'est de donner un peu des clés d'observation, quelques-unes dans la mesure des cartes. Le 2e volet sur le mode plus d'action, on pense que c'est les modes de jeu qui peuvent aider là-dessus, rien qu'en aidant le fait d'en parler en équipe. C'est plus facile de parler d'un anti-pattern qui est un personnage sur une carte que de parler d'un comportement dysfonctionnel d'une personne frontalement. En plus de ça, comme on l'a dit, le but c'est de les mettre en visibilité, de les comprendre, de sensibiliser les gens. Donc voilà, c'est essayer d'agir en libérant déjà la parole et la compréhension de tout le monde et des équipes, que les facilitateurs ne soient pas les seuls à avoir conscience du problème et les seuls à pouvoir du coup agir dessus. Et encore une fois, sans jugement des personnes qui incarnent dans nos contextes ces anti-patterns. C'est l'objectif. Et enfin, côté dédramatisé, je l'ai déjà dit, on espère quand même que le jeu est suffisamment ludique pour que ça aide aussi les gens à voir que c'est pas si grave, que les choses peuvent évoluer et qu'on n'est pas non plus comme ça pour toujours, puisque comme on le dit, c'est juste un comportement.
Bah, eh bien, merci à tous Merci. pour votre attention et pour votre participation. Donc, si le jeu vous a plu, vous pouvez le télécharger sur le groupe LinkedIn de la communauté agile de Clanic. Donc vous avez le QR code ici. Il renvoie sur le groupe volontairement parce qu'on a libéré aujourd'hui une version, mais on va encore en donner une nouvelle version d'ici la fin de l'année et probablement une version à venir l'année prochaine. Donc on vous invite à suivre le groupe si vous voulez la dernière version du jeu à jour. Ensuite, on remercie toujours nos compères ainsi que la communauté et Clanic, sans qui on ne pourrait pas être là aujourd'hui. On vous met quand même le lien de la référence documentaire dont on a parlé de Stefan Wolpers, Scrum Anti-Pattern Guide, parce que ça a été un bon point pour nous de partir, de se donner des idées, même si on s'est largement inspiré de nos expériences plus que du livre. Et enfin, si vous avez des feedbacks, on est tout à fait preneurs, on est ravis d'échanger avec vous. Et vous avez le ROTI d'Agile Nantes, le ROTI Express, pour nous laisser des retours pour ceux qui sont plus à l'aise à l'écrit. Et pour ceux qui voudraient voir les cartes plus concrètement, et y compris celles qu'on vous a pas eu le temps de faire jouer, on a quelques decks de cartes ici, donc n'hésitez pas à passer pour les voir de plus les près. voir et les manipuler. Et s'il y en a s'il reste du temps, on peut continuer si vous voulez. On a d'autres cartes à jouer, mais s'il reste du temps, je sais pas. Il reste 3 minutes, j'ai l'impression. Ouais, 3 minutes, c'est un peu court. Je vous invite plutôt à venir regarder les cartes et échanger avec nous. Est-ce qu'il y a des questions éventuelles? Oui, je vais monter. Oui, je trouve que l'idée, elle est bonne dans certains cas et tout. Ça peut être très utile, c'est un très bon outil, je pense. Mais par contre, vous n'avez pas peur que ça fasse que montrer du doigt en fait des personnes ou en tout cas des patterns, et non pas remettre en question le process, de la manière dont en fait l'équipe fonctionne. Et le problème, il peut peut-être être là en fait, et non pas forcément les personnes. Alors, c'est pas toujours individuel. On a des anti-patterns d'équipe, d'organisation, donc ça, à la fois, ça peut être individuel dans le sens du comportement individuel, mais pas dans le sens de la personne, et collectif. Mais l'objectif, et c'est aussi comme ça qu'on a tourné toutes nos phrases et tous nos textes sur les cartes, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la négativité, on rend visible des éléments et on en discute sereinement, en confiance, il n'y aura pas de jugement. C'est pas le but. Pointer du doigt, en fait, ça apporte jamais rien, c'est pas constructif. C'était pas le mot pointer du doigt, mais c'était pas le bon mot, mais en fait c'était plus ne pas remettre en question le process en fait. La manière dont on travaille ensemble, plus que un comportement particulier qui reflète peut-être en fait le fait que le process ne fonctionne pas bien en fait. Bah ça, c'est quelque chose qu'on pourrait notamment voir avec le mode de jeu connexion, parce qu'on justement on intègre de la systémique, on prend du recul par rapport à des anti-patterns, on essaie de voir ce qu'il y a en commun, et effectivement, souvent, ça peut tout à fait une influence directe de l'organisation, en tout cas du mode de travail. C'est que le comportement de quelqu'un, c'est pas forcément quelque chose qui, nous, on voit la partie qui est proche de nous, mais effectivement, il faut voir quelles sont lui ou elle ses contraintes, et ça se trouve effectivement, c'est la systémique qu'il faut remonter en arrière. Tout à fait. Je vois. Non, bah, merci pour la réponse. J'allais préciser aussi que le but, là on a présenté des modes de jeu qui ont beaucoup comme objectif d'en parler, de le mettre en visibilité. Ça ne veut pas dire qu'en équipe il faut s'arrêter là. Au contraire, une fois qu'on a identifié qu'il y a un problème, se poser la question de d'où il vient et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en équipe, c'est toujours le but dans l'amélioration continue pour y résoudre. Et donc à ce moment-là, challenger le process qui peut aussi engendrer la mauvaise habitude. Souvent. Ouais. C'est pour ça que nous on a essayé de toujours formuler où tu vois même ceux qui sont individuels entre guillemets c'est des anti-patterns de rôle. C'est-à-dire que c'est pas toi qui te comportes mal, c'est en tant que product owner, tu fais des choses qui sont pas forcément constructives pour ton équipe. Et c'est bien d'en avoir confiance pour que tu puisses changer ton process et le process que tu as avec l'équipe. Mais oui en effet, on se rend bien compte dès qu'on parle de ce sujet-là qu'il y a ce risque de pointage de doigts. Et donc c'est toujours aussi aux facilitateurs, aux gens qui vont amener le jeu auprès de leurs équipes, d'essayer de faire attention à ça et de toujours, comme dans tous les rétros, le but c'est pas de pointer du doigt, c'est pas de désigner des coupables, c'est de trouver comment on fait mieux ensemble. C'est aussi pour ça que j'aime bien rappeler qu'un anti-pattern c'est quelque chose de plus ou moins conscient et de plus ou moins volontaire. Les gens veulent pas volontairement torpiller leur équipe, torpiller l'organisation. Des fois, c'est des habitudes qu'on a dans la vie personnelle qu'on réapplique dans la vie professionnelle. Des fois, il y a des contraintes professionnelles que les équipes vous ne voient pas et qui induisent ces comportements. Encore une fois, on a dit, on les dédramatise. Il n'y a rien de grave, on en discute. Si on juge, ça ne servira à rien. Au contraire, ça apporte de la transparence et c'est le collectif qui va essayer de travailler et à faire en sorte qu'on avance mieux ensemble. Merci pour votre question en tout cas.
Merci à tous.